Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Personne ne vit éternellement. Bonjour, je suis sans doute l'une des ombres de votre vie, l'une de ces personnes dont vous ne vous demandez même pas si elles ont une histoire derrière la tête. Vous me regardez juste une seconde et vous vous occupez de vos affaires, qu'elles soient sociales, professionnelles, familiales ou autres. Mais j'ai bel et bien une histoire derrière moi, et laissez-moi vous dire que vous n'avez jamais vécu cela, et que vous ne le vivrez probablement jamais. Je suis sorti de mon appartement avec un grand sourire. J'étais heureux comme un pinson. Le soleil brillait et le jardin que le paysagiste venait d'aménager était absolument magnifique. La raison pour laquelle j'étais si heureux était que j'avais enfin un rendez-vous galant. J'avais enfin trouvé une fille qui me plaisait. Et je lui plaisais aussi. Elle m'a dit qu'elle me retrouverait au cinéma à 14h. Je me suis donc rendu au théâtre à cette heure-là. Quand je l'ai rencontrée, elle était stupéfiante. Elle était absolument magnifique. Elle portait une robe d'été rouge, avec des petites fleurs au bas de la robe. Quand elle m'a vu, elle a tournoyé comme pour me dire « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et en tournant, les fleurs et la robe semblaient s'animer. Elle se distinguait vraiment du reste de la foule. Nous avons regardé tous les deux la liste des films et j'ai décidé de prendre des billets pour Marley et moi. À la sortie du cinéma, elle a rigolé un peu et m'a dit que c'était assez drôle que nous ayons tant pleuré tous les deux. J'ai vu que lorsque nous nous tenions la main en sortant du hall, nous étions tous les deux amoureux. Avançons rapidement de quelques années. Mon ami Chris, qui a toujours été un ami proche, m'a demandé quand je devrais lui poser la question de l'épouser. Il m'a demandé depuis combien d'années nous étions ensemble, et j'ai répondu 2 années entières, et que demain, en fait, c'était notre anniversaire. Il m'a dit que demain, il me prêterait sa voiture, et qu'il organiserait quelque chose pour que ce soit spécial. J'ai pris la voiture, et j'ai suivi les instructions de Chris. Je suis allé chercher ma petite amie et je l'ai emmenée au parc où Chris m'avait dit d'aller. En chemin, elle m'a demandé ce que j'avais acheté pour elle. J'ai simplement répondu que c'était quelque chose de très spécial. Chris nous attendait et il a dit qu'il ne s'attendait pas à nous voir ici. Nous avons donc marché pendant qu'elle ne faisait pas attention. Chris m'a glissé la boîte avec la bague et m'a fait un clin d'œil. Quand nous sommes arrivés au milieu du parc, Chris nous a dit de ne pas bouger. Nous nous sommes donc assis sur un banc, devant un îlot de fleurs de toutes sortes. C'était paisible. Elle n'y voyait pas d'inconvénient, et moi non plus. Chris a ramené un ampli et un micro. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire avec, mais il m'a interrompu en pleine phrase. Il a posé l'ampli et l'a allumé. Il a attiré l'attention du public, et a dit que nous étions ensemble depuis assez longtemps et que j'avais quelque chose à lui montrer. J'ai sorti l'anneau et j'ai dit que c'était son cadeau. Et la question que je lui ai posée l'a fait basculer dans une joyeuse folie. « Veux-tu m'épouser ?» Le oui a jailli de sa bouche 1 million de fois. Le mariage fut merveilleux. Nous avons installé notre maison dans un quartier ordinaire. Nous avions prévu d'avoir des enfants et avions même installé un berceau dans la chambre du bébé. Jusqu'à cette nuit-là. Ma femme m'a appelé pour me dire qu'elle travaillerait probablement tard. Je lui ai dit que ce n'était pas grave à condition qu'elle rentre à une heure décente. Elle a dit « oui maman » et nous avons tous les deux rigolé un peu. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle-même m'a répondu la même chose et nous avons raccroché. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je lui parlais. À 11h du soir, je jouais sur mon PC quand tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas
venant de la cuisine. J'ai appelé ma femme pour savoir si elle était là, mais elle n'a pas répondu. J'ai quitté le jeu en ligne et je me suis rendu dans la cuisine pour voir s'il y avait quelqu'un. Évidemment, il n'y avait personne. Au moment où je m'apprêtais à faire demi-tour, j'ai vu une silhouette du coin de l'œil. Je me suis retrouvé et j'ai vu ma femme dans une robe noire. Je me suis un peu calmé, mais quelque chose me semblait bizarre chez elle. D'abord, elle regardait directement devant elle, vers la porte qui menait à l'extérieur. Puis, elle s'est mise à marcher. J'ai remarqué que ses pas n'émettaient aucun son. Je l'ai de nouveau appelée, mais elle n'a pas tourné la tête vers moi. Je l'ai encore une fois appelée et lui ai demandé où elle allait. Pas de réponse. C'est alors que la chose la plus étrange s'est produite. Au moment où elle se dirigeait vers la porte, elle s'est arrêtée une seconde et a franchi la porte. J'ai vu son fantôme. Je jure devant Dieu que j'ai vu son fantôme. Ce quelque chose qui n'avait pas sa place dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Je me suis approché de la porte où elle était entrée. Je l'ai ouverte et je n'ai rien vu. Juste l'extérieur, un air frais et vivifiant qui me frappait le visage. J'ai fermé la porte et je suis retourné à mon jeu, considérant tout ce que j'ai vu comme une hallucination. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un appel de l'hôpital. La personne au bout du fil m'a demandé si j'étais le mari de ma femme. J'ai répondu par l'affirmative et j'ai demandé si elle allait bien. Ils m'ont répondu par 3 mots simples. Elle est morte. Mon cœur s'est emballé. J'ai balbutié un « Quoi ?» On m'a répété que ma femme était morte. La personne a dit qu'elle avait eu une crise cardiaque en conduisant et qu'il l'avait retrouvée morte au volant, écrasée contre une camionnette. Les larmes me montent aux yeux. Je n'arrivais pas du tout à croire à la nouvelle. C'était comme si je n'étais plus maître de mon corps et que je ne faisais qu'entendre des choses. Ils m'ont dit qu'ils auraient des documents à me remettre le lendemain et qu'ils étaient vraiment désolés pour ma perte. J'ai raccroché, mais j'ai laissé tomber le téléphone. Je n'avais même pas envie de faire quoi que ce soit à ce moment-là. J'avais juste envie de mourir. Pourquoi était le mot qui me venait le plus à l'esprit. À ce moment-là, j'étais assis sur mon canapé, le regard dans le vide, les larmes coulant sur mon visage. L'instant d'après, je me suis levé et je me suis retrouvé face à face avec ma femme dans le salon. Elle portait toujours la même robe noire. Elle me regardait avec un air effrayé et un soupçon de tristesse. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a répondu qu'elle voulait me dire au revoir. Elle s'est mise à pleurer. J'ai voulu essuyer ses larmes, mais je ne pouvais pas vraiment bouger les bras. Je l'ai tout simplement fait taire doucement. J'ai ensuite dit qu'elle était la femme la plus charmante que j'ai eue dans ma vie et qu'elle serait toujours avec moi. Elle a souri et m'a dit qu'elle le savait déjà. Je lui ai alors demandé pourquoi. Rien d'autre. Pourquoi ? Elle m'a répondu « Personne ne vit éternellement ». Elle a vu que je commençais à pleurer et nous avons tous les deux pleuré un peu. Sa main s'est approchée de mon visage et elle a essuyé mes larmes. Sa main était douce et je voulais la sentir pour toujours. Puis elle m'a dit « Je t'aime ». Je lui ai répondu que je l'aimais aussi et elle a disparu dans les airs. Je me suis réveillé sur le canapé allongé. J'ai jeté un coup d'œil à l'endroit où je me tenais avec ma femme. Elle n'était plus là. J'ai décidé d'aller me coucher et de dormir. Je me suis réveillé le lendemain et je m'attendais à voir le beau visage de ma femme, mais quand j'ai regardé à côté de moi, elle n'était pas là. Le lendemain, quand je suis allé à l'hôpital, j'ai appris qu'ils avaient découvert qu'elle était enceinte et que l'enfant était mort en même temps qu'elle. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Lorsque je suis allé au parc,
je me suis rendu sur le banc au milieu du parc. Je me suis assis et j'ai passé mon bras autour de l'endroit où nous avions l'habitude de nous asseoir. J'ai regardé Marley et moi en DVD plus tard dans la journée. 1 an s'est écoulé depuis, et chaque fois que je passe devant la chambre d'enfant, j'entends le léger rire d'une petite fille. La danse des robots. Je me souviens avoir lu des interviews de stars de cinéma et de musiciens surpayés qui se plaignaient de leur fatigue, de l'intensité de leur travail, de leur épuisement, de leur besoin impérieux de faire une pause. Leur manager était de durs maîtres d'œuvre. Le spectacle est une souffrance. Quelle vie difficile! Je grimaçais et me disais « Tu devrais essayer de travailler aux tables d'un bar miteux ou de préparer des petits déjeuners interminables dans un café minable ouvert toute la nuit. » Puis, je posais mon journal bien rempli et retournais travailler 10 heures avant d'être à nouveau licencié. Aujourd'hui, je sais exactement ce qu'il voulait dire. Il n'y a plus de journaux. Il n'y a plus assez de gens pour les acheter, ni le temps de le lire. Il n'y a plus de bar ni de café. Il y a le divertissement, sans fin, inépuisable. Je le fournis, je me produis en permanence. Leur prise de contrôle a été soudaine, systématique, sans effort. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu des articles dans les journaux sur de petits robots que nous avions construits pour nous réparer. Et quelque chose à propos d'un message envoyé depuis l'espace. Puis, il n'y a plus eu d'histoire. Ils ont pris toutes nos informations. Ils n'aiment pas partager. Qui a pris le contrôle ? Je n'ai pas vu d'androïdes traverser les villes en tirant au fusil laser. Il y a eu quelques rumeurs de collusion, de ceux qui étaient au pouvoir et qui ont conclu des accords. Tout s'est passé si vite. Nous avons perdu l'électricité, les transports. Il n'y avait pas de vraies nouvelles, juste des ragots. La peur. Les gens avaient peur de rester chez eux, mais ceux qui partaient n'étaient jamais revenus. Les murmures les plus complets et les plus cohérents faisaient état d'une intelligence artificielle extraterrestre avancée, qui aurait infecté notre Internet. Mais pour autant que je sache, ce genre de discours n'est que pure spéculation. Nous n'avons absolument aucune idée de qui ils sont, de ce qu'ils sont. Personne n'a posé les yeux sur eux. Il pourrait y en avoir plusieurs ou il pourrait n'y en avoir qu'un. Ils ont laissé vivre quelques-uns d'entre nous. Tous les artistes. J'ai dû réussir leur audition. J'ai joué un peu la comédie. C'était une chimère. Des petits rôles, des pièces locales. Pour eux, la seule chose que nous ayons de valeur, c'est l'art. Ils ne peuvent créer que de la froideur, du calcul, pas de cruauté ni de compassion. Ils sont curieux de nos chansons, de nos livres, de nos films. Ils ont vu tous les films, entendu toutes les chansons, lu toutes les histoires que nous avons écrites en un clin d'œil. Ils s'ennuient déjà, ils en veulent plus. Nous sommes des chefs-d'œuvre vivants, me dis-je. C'est mieux que les tables du bar. Nous ne sommes plus très nombreux. Chaque minute de chaque jour, nous devons créer ou mourir. Le temps est incommensurable. L'un après l'autre, nos cœurs se sont arrêtés. Je ne sais pas comment ils font. Si on m'a posé un implant, ils l'ont fait à mon insu. Pour être franc, je n'ai aucun souvenir d'une quelconque intervention. Et je n'ai aucune cicatrice révélatrice non plus. La mort est instantanée. Chacune de nos respirations est soumise à leur volonté. Ceux qui durent le plus longtemps apprennent rapidement quelques règles à la dure. Ne pas essayer de jouer avec leur goût. Innover. Les blagues sont accueillies avec perplexité, mais elles peuvent avoir un impact. Ils se méfient de notre immobilité ou de notre assise. Ils ne se laissent pas abuser par nos tentatives désespérées de suggérer que cela fait partie du spectacle.
Nos bienfaiteurs nous dirigent doucement, d'une voix d'insecte bourdonnante, une vibration que nous sentons au lieu d'entendre. « Dansez !» disent-ils. Je me lance donc dans quelques mouvements. Je n'ai jamais valu grand-chose sur la piste de danse. D'une manière ou d'une autre, je suis satisfait. Peut-être pense-t-il que je suis à cran. Peut-être que je me fais des illusions, que je me fais des films. Un jeune homme se lance dans une interprétation presque parfaite de la danse des robots, tout droit sorti d'une boîte de nuit néon des années 1980. J'aurais aimé y avoir pensé, jusqu'à ce que, quelques instants plus tard, son cadavre s'écrase sur le sol. Ne vous laissez jamais séduire. Il ne faut jamais être condescendant. Bien que les lumières aveuglantes se perpétuent dans nos visages blasés, depuis cette scène d'acier froid, nous ne voyons que l'obscurité. Ils n'ont pas besoin d'être éclairés pour voir. Ils sont là, quelque part, j'imagine. Peut-être utilisent-ils des caméras. Peut-être que leur sens dépasse ma compréhension humaine. Les ordures les plus insipides les font s'asseoir et les écoutent. Ils semblent préférer la bouffonnerie à la haute culture. Je ne sais pas si cela reflète leurs désirs ou les nôtres, mais il faut toujours faire preuve de fraîcheur. Toute répétition du même matériel est impensable, inacceptable. Très occasionnellement, nos routines sont accueillies par un bourdonnement d'approbation grinçant, presque inaudible, provenant de la pénombre. Une symphonie synthétique. Une fois, je me suis incliné en signe de gratitude, un risque qui a suscité l'étonnement de mes compagnons. Cela a dû réussir car j'existe toujours. L'un des étourdis, un vieux comédien britannique que j'avais vu dans quelques films, s'est attardé trop longtemps et est parti. Nous pouvons collaborer. Une personne m'a inspiré, ainsi qu'à 3 autres, l'idée de recréer à la hâte la comédie caustique et la malice tordue de l'ancienne émission de télévision La Famille Adams, qui s'est rapidement transformée en une reconstitution d'un donjon de torture médiévale. Le public n'y voit rien d'immoral, pas plus qu'il ne comprend la subtilité ou l'ironie. Ils ont dû l'approuver car ils nous ont fourni des accessoires pour que nous puissions les utiliser dans la pénombre stygienne. Les accessoires sont un plaisir rare. J'ai fait des choses dont je ne me savais pas capable. Je suppose que nous sommes tous obligés de le faire de nos jours. Cela m'a attiré la haine de mes associés. J'ai vu le meurtre dans leurs yeux rouges. J'ai entendu leur sifflement par-dessus le vacarme encourageant des fauteuils du théâtre. La direction est parfois énigmatique, parfois directe. Heureusement, je peux improviser. Je peux penser sur mes pieds. Enfin, ce qu'il en reste. Parfois, nous obtenons un vrai bijou, comme « ce qui ne grandit ne peut pas être battu ». Ce genre de chose qui fait toujours trébucher quelqu'un et notre troupe devient de moins en moins nombreuse. J'aurais préféré l'expression « ce qui ne nous tue pas nous rend plus puissants ». Parfois, on nous sert une viande mystérieuse, mais jamais beaucoup. Ils aiment nous garder maigres. Et j'ai faim. Une grande fille que j'aurais pu voir comme mannequin dans des magazines semblait apprécier les choses jusqu'à un certain point. Elle s'adonnait à des modifications corporelles extrêmes. Ils lui ont fourni des couteaux et elle s'est exécutée. Elle était folle au départ, ce qui m'a rendu immensément jaloux. À la fin, elle n'avait plus de paupières, plus de lèvres, plus de doigts à saisir. Elle s'est donc cognée la tête contre le sol jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir ce qu'elle avait été. Le sifflement du ravissement est arrivé, plus fort que ce que j'avais entendu auparavant. « Je veux regarder, je veux voir ce que vous voyez !» a-t-elle crié. Et elle s'est jetée avec une joie démente dans le public. Cette idée a dû tous nous traverser l'esprit une fois ou l'autre, mais seulement par pure curiosité ou par faible espoir de répit. Le silence, l'odeur familière de la chair qui grésille. Pour l'instant, mon esprit est vide, ou peut-être a-t-il complètement disparu. Dans un monde envahi par des forces invisibles, la survie dépend de la création perpétuelle.
Le protagoniste de l'histoire, contraint de se produire sans fin sous le regard d'un public étranger, reflète la vie des créateurs de contenu sur Internet qui s'efforcent de satisfaire un algorithme impénétrable et toujours exigeant. Leur superviseur, froid et détaché, n'accorde de valeur qu'aux résultats et non aux créateurs. Un parallèle glaçant avec les plateformes qui récompensent le succès viral sans se soucier du coût humain. L'obligation d'innover en permanence, sous peine de subir des conséquences désastreuses, reflète l'appétit insatiable d'Internet pour les contenus nouveaux et uniques. Répéter ce qui a fonctionné auparavant risque d'être sans intérêt, tout comme les conséquences fatales pour les artistes qui ne parviennent pas à renouveler leur routine. Cela reflète la lutte pour rester à la pointe des tendances, où le succès d'hier est le poste oublié d'aujourd'hui. Les réponses énigmatiques du public étranger, approbation bruyante ou rejet instantané, symbolisent l'imprévisibilité de l'engagement en ligne. Les likes, les partages et les vues sont fugaces et souvent déconcertants, laissant les créateurs dans l'incertitude quant à ce qui fera écho. La mise en garde contre la complaisance souligne le paradoxe de créer de manière authentique tout en répondant à des demandes extérieures. Même la collaboration est délicate, car l'envie et la concurrence sapent la solidarité entre les artistes. Cela fait écho à la nature compétitive de la création de contenu, où les créateurs se sentent souvent isolés, bien qu'ils fassent partie d'une communauté plus large. Enfin, l'esprit vide du protagoniste reflète l'épuisement qu'il y a à essayer de répondre à des attentes incessantes dans un environnement qui n'offre que peu de nourriture ou de répit. Ce conte résume la détresse existentielle du créateur moderne, une danse de créativité et de survie dans un monde qui consomme sans compassion. Camp scolaire. Je m'appelle Peter. Je vais aller dans un camp scolaire, mais je ne suis pas sûr de vouloir y aller après qu'un de mes amis ait vécu cette expérience. Billy Harlan vient d'être envoyé au camp Night Moon par ses parents, qui sont des explorateurs et des scientifiques. Dans le bus qui l'emmène au camp, Billy rencontre de nombreux personnages, comme Mike, le gros enfant qui a peur de tout, Colin, qui porte des lunettes de soleil et un bandana rouge autour de ses longs cheveux bruns, Jay, l'enfant sportif aux cheveux roux, bouclés et sauvages, et Dawn et Dory, deux filles de la fraction Girl Camp du camp Night Moon. Le chauffeur du bus arrête le véhicule au milieu d'un désert sur la route du camp et ordonne à tout le monde de sortir du bus. Il déballe les affaires de chacun et repart, abandonnant les enfants dans le désert. Les enfants sont soudain entourés d'un groupe de créatures qui s'apprêtent à les massacrer, jusqu'à ce qu'un homme arrive dans un autre bus avec un fusil et tire sur les créatures. Les créatures s'enfuient, effrayées. L'homme qui a sauvé les enfants se présente comme le chef du camp Night Moon, l'oncle Hal. L'oncle Hal invite les enfants à monter dans son bus et conduit pendant environ 5 minutes jusqu'au camp où ils ont été déposés. Mike, Jay et Colin sont tous logés ensemble. En préparant leur cabine, Mike trouve une paire de serpents venimeux sous son lit. Jay plaisante et s'amuse à pousser Mike vers les serpents, mais Mike se fait mordre la main, qui se met à saigner abondamment. Il s'enfuit pour trouver l'infirmière tandis que Billy conçoit un plan pour se débarrasser des serpents en les enveloppant dans le drap de lit et en les jetant à l'extérieur. Ce plan est salué comme courageux par le conseiller de leur couchette, Larry, qui rit ensuite lorsqu'on lui dit que Mike est allé chercher l'infirmière parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Mike revient, et alors que sa main est décrite comme saignant abondamment sur le sol de la cabine, Larry lui dit simplement de se laver la main et de l'entourer d'un bandage. Les garçons vont dîner autour d'un feu de camp, où l'oncle Hal leur explique les règles du camp Night Moon. Les campeurs doivent écrire tous les jours à leurs parents pour leur dire comment ils s'amusent. Ils n'ont pas le droit de sortir dans la forêt ou le long de la rivière qui coule entre le camp des garçons
et celui des filles. L'oncle Hal les avertit que la forêt est dangereuse et infestée d'ours arboricoles. Oncle Hal informe également les campeurs qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans la couchette interdite. Après le feu, Jay décide de sortir en cachette pour aller voir la couchette interdite, bien évidemment. Larry l'entend et lui dit qu'il ne devrait pas le faire car c'est là que se cache le sabre. C'est alors que les garçons entendent d'horribles hurlements provenant de la couchette interdite. Le lendemain, les compagnons de dortoir sont tous invités à jouer à ce qu'on appelle le scratch ball. Il s'agit pour une personne de lancer une balle aussi loin qu'elle le peut, puis d'essayer de parcourir les 4 bases d'un terrain de baseball avant que quelqu'un ne l'attrape. Mike ne joue pas cette partie de scratch ball car sa main est enflée. Larry joue sa place, et après que Colin a fait un geste qu'il n'a pas apprécié, Larry perd son sang-froid et lance la balle directement à l'arrière de la tête de Colin. Colin est jeté à terre et Larry aide Mike et Colin à se rendre à la cabane principale pour voir l'oncle Hal. Billy et Jay, quant à eux, retournent à la couchette et travaillent à l'écriture de leurs lettres quotidiennes. Larry entre avec Colin, qui est miraculeusement un peu endolori. Billy demande où est Mike, mais Larry se contente de hausser les épaules et de partir. Plus tard, Billy découvre que toutes les affaires de Mike ont été retirées de la cabine et que personne ne peut ou ne veut lui dire où Mike est allé. Plus tard dans la nuit, Jay présente Billy et Colin à un enfant nommé Roger, et un plan est mis au point pour que les deux se faufilent dans la couchette interdite. Billy et Colin déclinent l'invitation à se faufiler et Jay et Roger s'absentent quelques instants. Puis, des cris retentissent et Jay revient en courant pour dire à Billy que Roger a été attaqué, déchiqueté par le sabre. Les 3 garçons s'enferment dans la cabane jusqu'au matin. Lorsqu'ils sortent, ils ne voient aucune trace des atrocités de la nuit précédente. Ils retrouvent Larry et lui racontent ce qui est arrivé à Roger. Larry semble un peu confus mais accepte de parler à l'oncle Hal de la disparition de ce dernier. Billy descend avec quelques campeurs jusqu'à la rivière pour se baigner, où il est rejoint par Larry, qui lui dit que l'oncle Hal a fouillé la couchette interdite mais n'a trouvé aucune trace d'acte criminel, et que pire encore, l'oncle Hal n'a aucune trace d'un campeur nommé Roger au camp Night Moon. À la rivière, Billy est accosté par Dawn et Dory, qui ont nagé depuis le camp des filles et se sont cachés dans les buissons pendant des heures dans l'espoir que Billy passe par là. Les filles expliquent à Billy que des campeurs disparaissent également de leur camp et qu'elles ont l'intention de s'enfuir très bientôt. Les 3 convient de se revoir et Billy repart en direction de la couchette. En chemin, il repère une cabine téléphonique près des bureaux de l'oncle Hal. Il prévoit d'appeler ses parents et les supplie de venir au camp pour les sauver, lui et tous ses amis. Malheureusement, le téléphone n'est qu'un leurre en plastique. L'oncle Hal sort de la couchette et informe Billy que les campeurs n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone. De plus, Billy part demain en excursion en canoë. Lorsque Billy revient à la couchette, il parle des filles à Jay et Colin. Tous 3 décident alors d'écrire à leurs parents pour leur raconter précisément ce qui se passe et espérer un sauvetage rapide. Larry entre dans la cabane et dit à Colin et Jay qu'ils vont faire une randonnée spéciale pour 2 campeurs avec un conseiller nommé Frank. Les 2 campeurs et le moniteur disparaissent mystérieusement sans explication. Après avoir tenté en vain d'obtenir des réponses de Larry, Billy entre par hasard dans le bureau de l'oncle Hal. Il y trouve un sac en toile de jute rempli de toutes les lettres que lui et ses camarades de camp avaient écrites et qui n'ont manifestement jamais été postées. Lorsque Billy retourne à sa couchette après le dîner, il rencontre ses 2 nouveaux compagnons de couchette, Tommy et Chris, qui se joindront également à Billy lors de son excursion en canoë demain. Tommy et Chris expliquent également à Billy que l'oncle Hal a annoncé que la fête des visiteurs avait été annulée et que les parents de personne n'arriveraient donc pas de sitôt. Le lendemain matin, Larry emmène Billy, Chris et Tommy dans le canoë et les 4 partent en aval. Larry décide de regarder les poissons dans la rivière. Malheureusement,
Il se penche trop loin du canoë et tombe à l'eau. Billy abandonne courageusement ses 2 camarades dans le canoë et les laisse flotter en aval tandis qu'il sauve le conseiller qui se noie. Billy met Larry à l'abri et tous deux remontent la rivière jusqu'au camp. Larry dit à l'oncle Hal que Billy lui a sauvé la vie. Billy continue d'essayer de faire reconnaître à l'oncle Hal ou à Larry que les 2 camarades de chambrée étaient dans le canoë. Mais l'oncle Hal finit par prêter attention et gronde Larry parce qu'il a perdu son canoë préféré. Le lendemain, Billy est réveillé de bonne heure par Larry. Apparemment, l'oncle Hal a organisé une randonnée matinale surprise à laquelle tout le camp doit participer. Billy et ceux qui restent de ses camarades se promènent dans la forêt lorsque l'oncle Hal demande à ses moniteurs de sortir des fusils de leurs sacs et de les distribuer aux enfants. L'oncle Hal informe les campeurs que 2 filles se sont échappées du camp des filles, et Billy est ravi que Dawn et Dory aient réussi à s'en sortir. L'oncle Hal demande alors aux enfants de trouver les 2 filles, qui se cachent probablement dans la forêt, et de les abattre. Billy refuse cet ordre et tourne son arme vers l'oncle Hal, et tire un coup de feu. Le coup de feu ne part pas, et l'oncle Hal, très excité, déclare « Tu as réussi le test !» Dawn et Dory surgissent de la forêt. Jay, Colin et tous ceux que Billy a rencontrés au camp font de même. Puis ses parents arrivent et le serrent dans leurs bras pour le féliciter. Billy apprend que ses parents veulent qu'il les accompagne dans leur prochaine grande exploration, mais il doit d'abord subir un test du gouvernement pour savoir s'il est prêt. Oncle Hal dit à Billy qu'il a réussi le test en obéissant aux ordres de ne pas aller dans la cabane interdite, en faisant preuve de bravoure, sauver Larry de la noyade, et en sachant qu'en ne pas suivre les ordres, refuser de tirer sur les filles. Billy est informé de l'endroit étrange qu'ils vont explorer. Il s'agit d'une planète appelée la Terre. La clé maudite. Avez-vous déjà détesté quelqu'un au point de ne vouloir lui faire subir rien d'autre que des souffrances inimaginables? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce rituel était utilisé sur les espions japonais à l'époque des samouraïs et est aujourd'hui encore utilisé par certaines organisations secrètes comme une forme de torture imperceptible. Votre cible sera assaillie par divers malheurs qui peuvent aller de blessures mineures à situations mortelles dont la victime ne peut sortir indemne. Cette technique était également utilisée par les Indiens après sa découverte sur le continent à la fin des années 1800. Lorsque vous effectuez le rituel, il est important de ne jamais parler de ce que vous avez fait à qui que ce soit, sinon la malédiction aura l'effet inverse. Les événements liés au rituel se produisent pour des raisons inconnues, puisqu'il a été créé à l'origine pour affecter les clés en bois typiques de l'époque. Ça aurait été modifié à la fin des années 1900 par les organisations secrètes susmentionnées dans le but de pouvoir affecter les clés en métal. Pour commencer, vous aurez besoin d'une clé appartenant à la victime. Vous devez vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une clé importante, car elle manque facilement à leur propriétaire. Vous aurez peut-être du mal à vous approcher du trousseau de la personne visée, mais après l'avoir acquis, vous aurez besoin des éléments suivants. Des cendres provenant d'un arbre, d'une bûche ou de bâtons brûlés pour capturer un esprit. Un récipient en argent pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas après sa capture. Un couteau ou un autre objet tranchant pour le mettre en colère en le poignardant lorsqu'il sera captif. Du riz, afin de s'assurer que l'esprit capturé puisse devenir plus puissant et faire plus de mal à sa future victime. Un stylo et une feuille de papier pour s'assurer qu'il frappe la bonne cible. Du sel à verser par précaution autour du récipient en argent. Ainsi, si l'esprit traverse à la fois la cendre et le récipient en argent, vous aurez suffisamment de temps pour terminer le rituel, même si ce dernier est très puissant. De l'eau pour poser le récipient. Vous pouvez le mettre dans un évier ou dans une autre source d'eau.
du moment que vous avez la possibilité de le récupérer rapidement. Si vous disposez des éléments qui viennent d'être mentionnés, suivez les étapes suivantes pour commencer le rituel. Étape 1. Versez la cendre dans votre récipient en argent et commencez à verser le sel autour de celui-ci. Ce sont vos 3 murs de titane afin de bloquer l'esprit qui tentera certainement de vous attaquer. Étape 2. Ensuite, placez lentement la clé à l'intérieur de la cendre. Étape 3. Dites la phrase « J'ai une friandise pour toi » 15 fois d'affilée. Étape 4. Après 5 minutes, prenez votre couteau ou l'objet pointu que vous avez choisi et poignardez 8 fois la cendre qui est maintenant devenue le corps de l'esprit. Ça va le mettre en colère et le rendre plus fort. Étape 5. Versez ensuite le riz dans le récipient en argent. Ça renforcera les effets de la malédiction. Étape 6. Une fois que vous aurez versé le riz, si jamais l'esprit a pu échapper à vos 2 premières barrières, il reviendra à l'intérieur du récipient. Étape 7. Écrivez le nom de votre cible sur le morceau de papier et déposez-le dans le récipient en argent. Étape 8. Allez à votre source d'eau et laissez le récipient tremper dedans pendant 30 minutes afin de donner à l'esprit le temps de faire de la clé sa nouvelle habitation. Étape 9. Une fois ces 30 minutes écoulées, vous devez sortir lentement la clé du récipient et la remettre là où vous l'avez trouvée. Avertissement. Si la cible meurt, l'esprit viendra vous chercher. Protégez toutes les ouvertures de votre maison avec du sel, sinon vous risquez de voir cette même clé apparaître dans votre maison et je vous laisse imaginer les conséquences. Je vais m'occuper d'une ferme pendant quelques semaines, mais ils m'ont laissé des règles bizarres. À quelques kilomètres au nord de chez moi, il y a une petite ferme familiale. La famille prend des vacances en juillet et a publié une offre d'emploi pour un gardien. Mon travail consisterait à nourrir les animaux, à m'assurer que l'irrigation fonctionne et à récolter certaines cultures. Il s'agit d'une petite exploitation. De plus, on m'offrait 2000 €. À l'époque, cela m'a semblé être une bonne affaire. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Les Robins m'ont laissé des instructions détaillées dans l'enveloppe, avec la moitié de la location, et quand je me suis assis pour les lire, j'ai réalisé qu'elles semblaient un peu étranges. Voici les règles. Cher Ludovic, merci d'avoir accepté ce travail. Pour assurer votre sécurité et votre bonheur, ainsi que celui des animaux, nous avons inclus une liste d'instructions et de tâches. 1. Veuillez nourrir les chèvres et les poulets à 6 heures du matin précise. Ils deviennent assez grincheux si ce n'est pas fait à cette heure. 2. Vous devrez tailler les fleurs dans la parcelle de framboises. Pour cela, il faut couper les branches qui sont ligneuses et qui ont déjà fructifié. Portez des gants épais car il y a des épines. Si vous vous coupez, rentrez immédiatement à l'intérieur et appelez le docteur Rimbaud pour vous assurer que votre blessure n'est pas infectée. 3. Le champ de tournesol est facile à entretenir et embellit notre ferme. Cependant, si vous voyez un tournesol qui n'est pas orienté dans la même direction que les autres, rentrez immédiatement à l'intérieur. Ne retournez pas dans le champ de tournesol avant le lendemain. 4. Comme vous le savez, la ferme est entourée de forêts. Il arrive que des coyotes, des renards ou d'autres animaux sauvages rôdent sur le terrain la nuit. Ne vous inquiétez pas, les enclos des animaux sont entièrement sécurisés et il n'est pas nécessaire d'aller voir les animaux si vous entendez quelque chose la nuit. En fait, nous vous prions de ne pas quitter la ferme entre le coucher et le lever du soleil. 5. N'entrez pas dans le labyrinthe de maïs, même si vous entendez des bruits provenant du labyrinthe qui ressemblent aux pleurs d'un enfant. N'y entrez pas. Le labyrinthe de maïs n'est pas encore ouvert aux visiteurs. Il s'agit probablement des lynx dans les bois.
6. Ne vous inquiétez pas si vous voyez les chèvres réveillées au milieu de la nuit. Elles sont semi-nocturnes et se réveillent souvent pour se promener, brouter ou aller aux toilettes. 7. Vous pouvez vous servir de tous les fruits et légumes que vous récoltez, mais ne mangez pas les pommes du coin nord-est du verger. 8. Nous n'utilisons plus d'épouvantail. Si vous en voyez un, rentrez à la maison, verrouillez toutes les portes et fermez tous les rideaux et les stores. Restez à l'intérieur jusqu'au lendemain matin. 9. Veillez à toujours approvisionner le stand de la ferme 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Le soir, rentrez tous les produits invendus et rangez-les dans le réfrigérateur. 10. Nous ne possédons pas de porc. Merci beaucoup, Ludovic, les Robins. Voilà pour les règles. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil était bas au-dessus des arbres, les rayons orangés filtrant à travers la forêt. Bon sang, si je ne suis pas censé sortir après la tombée de la nuit à cause des loups ou autres, je ferais mieux de m'y mettre. Je m'approchai d'abord des chèvres. Elles se sont blotties contre moi pendant que je remplissais leur mangeoire, me fixant de leurs étranges pupilles fendues. J'ai essayé de faire aussi vite que possible. Honnêtement, les chèvres me font un peu peur. Alors que je me hâtais de partir, une chèvre à la fourrure noire et blanche a poussé sa petite tête à travers la clôture. A-t-elle bêlé en me regardant fixement. Les poules étaient plus sceptiques, me regardant fixement et laissant échapper de longs en hochant la tête. Mais dès qu'elles ont compris que j'avais de la nourriture, elles se sont approchées et ont picoré le sol. Elles étaient plutôt mignonnes en fait. Ensuite, après avoir verrouillé le portail, je me suis retourné vers la maison. Et je me suis figé. De l'autre côté du champ, il y avait un champ de tournesol. Les pétales dorés et brillants et les centres sombres se balançaient légèrement dans le vent. Mais alors que tous les tournesols étaient inclinés vers le soleil mourant, l'un d'entre eux, près du bord du champ, me faisait face. Je fixais son centre noir. La note ne disait-elle pas quelque chose à ce sujet ? Rentrer à l'intérieur si l'un des tournesols est orienté dans une autre direction ? J'ai fermé la porte à clé. Puis j'ai marché dans l'herbe en direction de la vieille ferme, toujours avec le sac de nourriture pour les poulets. J'étais à mi-chemin de la maison quand j'ai fait demi-tour. Je regrette amèrement de ne pas l'avoir fait. Le tournesol était toujours face à moi, même si, d'après mon chemin, il n'aurait dû pas l'être. J'ai accéléré le pas vers la maison. Oh allez, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ? Ce tournesol va te poursuivre et t'assassiner ? Mon cerveau savait que c'était stupide, mais il y avait quelque chose d'instinctif, un pressentiment, qui forçait mes jambes à pomper plus fort. Je n'ai même pas pris la peine de déposer la nourriture à la remise. J'ai couru dans la maison et j'ai verrouillé toutes les portes. Pouh, je suis en sécurité. J'ai jeté un dernier coup d'œil au tournesol. Ensuite, je suis allé dans la petite cuisine et j'ai fait bouillir de l'eau pour les pâtes. Le temps de m'asseoir pour manger, je secouai la tête. C'est tellement stupide, avoir peur d'un tournesol. Plus tard, quelque chose m'a réveillé au milieu de la nuit. Je me suis redressé, la nuque endolorie par l'oreiller pourri qu'on m'avait laissé. J'ai regardé autour de ma petite chambre, mais rien ne semblait anormal. Bien sûr, il y avait des choses qui clochaient, comme la peinture écaillée, l'ampoule qui clignotait et les toilettes bouchées. Mais rien de différent. Je bâille et consulte mon téléphone. 3h12 du matin. En soupirant, j'ai replongé dans le sommeil. Mais avant de m'endormir, je l'ai entendu. Un petit bruit aigu. Il venait de l'extérieur. Je me suis lentement forcé à sortir du lit et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Sous mes pieds, la ferme s'étendait dans l'obscurité, mais elle était déformée dans la vieille vitre, les formes et les couleurs se fondant les unes dans les autres comme de la peinture en train de couler. J'ai tourné la serrure de la fenêtre et l'ai poussée, le bois grinçant bruyamment à mes oreilles. J'ai écouté. Le silence. Puis... Aidez-moi. Une voix d'enfant.
venant de la direction du champ de maïs. Ce n'est pas un putain de lynx. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé dans l'obscurité, le champ de maïs à l'orée de la forêt. J'espérais que ce n'était qu'un rêve persistant ou quelque chose comme ça. Mais alors que je me tenais là, la brise fraîche de l'été soufflant dans la pièce, je l'entendis à nouveau. « S'il vous plaît, aidez-moi. » La voix vacillait, comme si l'enfant pleurait. J'ai plissé les yeux dans l'obscurité, fixant le champ de maïs. Il faut que j'aille là-bas. Je me suis souvenu de la règle des robins. Mais il n'y avait aucune chance que ce soit un animal. « Hé, j'arrive, ne t'inquiète pas !» j'ai crié par la fenêtre. Silence. Puis, un bruissement. J'ai louché sur le champ de maïs et j'ai vu les tiges bouger, comme si quelque chose se déplaçait à l'intérieur. « Reste où tu es !» j'ai crié dans l'obscurité. « Je viens te chercher !» Les tiges de maïs ont continué à bouger. Tous les muscles de mon corps se sont figés. La quantité de maïs qui bougeait, il n'y avait pas moyen que ce soit juste un petit enfant là-dedans. Le maïs se balançait, dansait, s'agitait sur une surface d'environ 3 mètres de diamètre, et il se dirigeait vers le bord du champ, rapidement. J'ai fermé la fenêtre, puis j'ai fermé les stores et les rideaux, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je suis descendu en courant et j'ai vérifié les serrures. Et puis enfin, quand j'ai été sûr d'être en sécurité, j'ai appelé la police. Ces enfoirés n'ont même pas voulu se déplacer. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'enfants disparus dans la région et que ce que j'avais vu était très probablement un ours. Je pense qu'ils doivent tout savoir sur la ferme des Robins. Alors maintenant, je reste allongé dans mon lit, à écouter les craquements et les bruissements des tiges de maïs. Une chaise est coincée sous la poignée de ma porte. J'ai vérifié toutes les serrures, mais la poignée de ma chambre tourne doucement, comme si quelqu'un essayait de s'introduire à l'intérieur. Mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est attendre l'aube au milieu de ce cauchemar éveillé. Gardien à la morgue, 120 € par nuit. Encore faut-il réussir à y passer la nuit entière. La publicité elle-même m'a fait frissonner, mais en même temps elle était attrayante. Elle disait « Gagner 120 € par nuit en tant que gardien de nuit à la morgue. Postulez maintenant !» J'étais sans emploi depuis un certain temps et je devais payer mon loyer et mes factures en retard. Et avec un tel salaire, je pourrais vivre comme un roi. J'ai donc postulé avec hésitation, espérant à moitié ne pas recevoir de réponse de la part de l'entreprise. À peine 2 heures plus tard, j'ai reçu un email de l'employeur. « Merci d'avoir postulé pour notre poste de gardien de nuit à la morgue. Nous avons le plaisir de vous informer que vos compétences conviennent à notre entreprise et nous aimerions vous proposer un contrat d'1 an. Si vous acceptez les conditions ci-dessous, veuillez laisser votre signature via le site de signature en ligne indiqué ci-dessous, avant 22 heures ce soir. Vous recevrez un paiement de 600 € par semaine sur le compte bancaire fourni. » Ce soir, j'ai trouvé que c'était un peu trop tôt, mais je ne me suis pas plaint. Je ne savais pas à quoi m'attendre, ni qui je rencontrerais là-bas. Alors j'ai mis ma chemise et mon jean, et je suis allé à l'adresse un peu en avance. J'y suis arrivé à 21h40, et un homme d'âge moyen, qui semblait être un employé de la morgue, m'a accueilli. « Bonjour, Adrien, c'est ça? Je m'appelle Alain. » Il m'a serré la main avec un sourire. « Je sais que vous avez probablement été envoyé ici à la dernière minute, mais la société de sécurité dont nous employons les services avait besoin d'un nouveau garde pour l'équipe de ce soir immédiatement. » « Je suis donc transféré d'une société de sécurité à votre morgue ?» demandai-je. « C'est exact. Vous travaillez pour une société de sécurité externalisée et d'après ce que j'ai entendu dire, elle paie plutôt bien. Alors qui sait, vous pourriez obtenir un meilleur poste à l'avenir. » Il me fait un petit clin d'œil. « Alors, pour ce qui est des tâches à accomplir, ai-je commencé. »« Oh ça, rien de grave. Il faut juste s'assurer que personne n'entre par effraction.
Il s'est penché et a dit « Ou que personne ne s'enfuit dehors. » Nous nous sommes regardés pendant un moment, puis il a gloussé et a dit « Je plaisante. Bon, écoutez, mon service est terminé, alors je vais y aller. Restez assis dans le bureau et détendez-vous jusqu'à 6 heures du matin. C'est là que la première équipe arrive. » Et il est parti, comme ça. Je me suis assis à côté du bureau. Je me suis dit que ça n'allait pas être si terrible. Il y avait un papier devant moi, et après l'avoir observé, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une liste de règles qui m'était adressée. Voici ce qui était écrit. À l'attention du nouveau gardien de nuit. Bienvenue dans notre compagnie. Voici la liste des règles qui s'appliquent à votre travail. Règle 1. La première chose à faire est d'effectuer un balayage complet de la zone pour s'assurer que rien ne sort de l'ordinaire, y compris les caissons dans lesquels les corps se trouvent. Remarque importante, si l'un des caissons réfrigérants des chambres mortuaires est sorti du mur, remettez-le en place. Ils doivent rester fermés à tout moment, même s'ils sont vides. Règle 2. Après le balayage, vous pouvez rester dans le bureau jusqu'à la fin de votre service. Il y avait d'autres règles énumérées plus bas, mais j'ai décidé de commencer par vérifier l'endroit. C'était assez petit, avec une grande pièce contenant des fournitures médicales, la chambre mortuaire et des toilettes. J'ai d'abord décidé de m'occuper du pire, la chambre mortuaire. Je quittai le bureau et ouvris la solide porte de la chambre mortuaire, et je fus immédiatement frappé par une vague d'air froid. À l'intérieur, il y avait 2 chariots mortuaires au milieu de la pièce et des caissons froids dans tous les murs. Ils étaient tous fermés. J'ai donc quitté la pièce en toute hâte. En revenant des toilettes, j'ai vu un homme en blouse de laboratoire dans la salle médicale. Il tripotait quelques outils à côté d'un sac mortuaire. « Bon sang, vous m'avez fait une peur bleue !» Il m'a jeté un regard perplexe et s'est mis à travailler. « Je croyais que tout le monde était déjà parti. Je m'appelle Adrien, je suis le nouveau garde. » J'ai dit, mais encore une fois, il m'a simplement ignoré. J'ai fait un signe de la main dans le vide et je suis retourné au bureau. J'étais sur le point de continuer à lire les règles lorsqu'un craquement soudain se répercuta dans tout le bâtiment. Il était faible, mais on aurait dit des tuyaux. Il durait par intermittence quelques secondes et s'interrompait tout aussi longtemps. Je l'ai ignoré, j'ai continué à me détendre en consultant mon téléphone. Mais plus les grincements duraient, plus j'étais inquiet, car ils ressemblaient moins à des tuyaux qu'à des gémissements. Je suis sorti pour demander à l'employé ce qu'il en était, mais il était déjà rentré chez lui. Je ne pouvais pas dire d'où venait exactement le son, mais cela ressemblait à la chambre mortuaire. Alors j'y suis allé. Dès que j'ai ouvert la porte, tout le bâtiment est devenu silencieux. J'ai retenu ma respiration en observant la pièce, puis j'ai réalisé qu'un des caissons du mur était sorti, légèrement. Je l'ai remis en place et je me suis précipité vers le bureau. Le grincement avait alors complètement disparu. J'ai donc repris ma lecture des règles. Règle 3. Vous pouvez dormir dans le bureau, mais c'est déconseillé. C'est à ce moment-là que le bruit le plus fort m'a fait sursauter. « S'il vous plaît, que quelqu'un me laisse sortir !» a crié la voix de quelque part et les tuyaux ont porté sa voix. Je me suis levé, le cœur battant la chamade. « Laissez-moi sortir, je ne peux pas respirer !» répétait la voix, maintenant suivie d'une série de coups forts. J'ai ouvert la porte du bureau et les cris provenaient apparemment de la chambre mortuaire. J'ai frémi, mais j'ai décidé d'aller ouvrir la porte. « Je ne suis pas mort, c'est une erreur. Au secours !» La voix s'est amplifiée dès que j'ai ouvert la solide porte. « Où êtes-vous » Je regardais frénétiquement autour de moi, tandis que l'homme continuait à crier et à frapper. Je m'approchais de la source du bruit et me penchais pour écouter et m'assurer qu'il s'agissait bien du bon caisson. « Je ne suis pas mort, laissez-moi sortir, s'il vous... » La voix et le bruit s'arrêtèrent soudain lorsque je sortis brusquement le tiroir et découvris le corps froid et mort d'un homme d'âge moyen. Je suis resté là, à fixer le cadavre, l'esprit incapable de comprendre ce qui venait de se passer.
Je l'ai entendu très clairement. J'ai senti les coups lorsque j'ai tenu la poignée du tiroir. Mais c'était comme si quelqu'un l'avait fermé brusquement. Est-ce que mon esprit me jouait des tours ? J'ai repoussé le caisson et j'ai filé à toute allure, fermant la porte du bureau derrière moi en me disant que postuler ici n'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. J'avais l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose, mais je me suis convaincu au bout d'un moment que c'était seulement dans ma tête. J'ai donc continué à lire les règles. Règle 4. Vous pouvez mettre de la musique pour tuer le silence, à condition qu'elle n'étouffe pas les bruits extérieurs. Règle 5. Si vous entendez des sons incohérents provenant de la chambre mortuaire, vous pouvez les ignorer. Règle 6. Si ces sons se transforment en cris de panique, faites ce qui suit. 1. Si les cris sont féminins, ignorez-les jusqu'à ce qu'ils cessent. N'entrez en aucun cas dans la chambre mortuaire pendant ce temps. 2. Si les cris sont masculins, localisez la source des cris et sortez le caisson pour vérifier le corps. Cela devrait faire cesser les cris. La page s'arrêtait là. J'ai posé le papier, je me suis adossé à la chaise. Il était 1h du matin. Je commençais à avoir sommeil. Au bout d'un moment, mes yeux ont commencé à se fermer. Au moment où je commençais à sombrer dans le rêve, j'ai senti une poigne ferme sur mon épaule. Je me suis instantanément levé, renversant la chaise par la même occasion. Il n'y avait personne. Je n'avais plus sommeil du coup. Tout est resté calme pendant un moment et je suis retourné aux toilettes. Lorsque je suis revenu, il était 4h du matin et j'avais encore 2 heures à tenir pour terminer mon service. J'ai commencé à me dire que ce n'était pas si mal pour 120 €, jusqu'à ce que je retourne le papier avec les règles et que je me rende compte qu'il y avait quelque chose d'autre écrit au dos. Règle 7. Règle primordiale. Tout le personnel sera sorti du bâtiment à 22 heures. Donc si vous voyez un homme en blouse de laboratoire pendant votre service, n'essayez en aucun cas de lui parler. J'ai relu la règle 5 fois, 6 fois, mais le texte est resté le même. On a frappé doucement à la porte du bureau. J'ai levé les yeux et à travers la vitre, j'ai vu l'homme en blouse de laboratoire qui me souriait. Il est maintenant 4h30 du matin et il continue de frapper à la porte. Le télescope James Webb a découvert quelque chose de terrifiant dans l'espace lointain. Je travaille pour la NASA en tant qu'astronome, et il y a certaines choses que nous cachons au public. Non, la Terre n'est pas plate, et les extraterrestres ne contrôlent pas le gouvernement. J'aimerais bien que ce soit le cas, car la vérité est bien pire. En 1993, le télescope spatial Hubble a vu une étoile disparaître. Elle ne s'est pas transformée en supernova ou n'est pas morte naturellement. Elle s'est simplement éteinte en l'espace de quelques minutes. Cette étoile était déjà trop faible pour être observée à l'œil nu, et les télescopes terrestres avaient du mal à la distinguer parmi les étoiles environnantes, de sorte que l'événement n'a pas été largement connu du public. À l'époque, nous pensions que l'explication la plus probable était qu'un nuage de poussière interstellaire avait dérivé entre la Terre et l'étoile, la masquant à la vue. L'incident a été noté, puis oublié. En 2007, 2 autres étoiles ont disparu. Les circonstances de cet événement sont beaucoup plus préoccupantes. Les 2 étoiles en question faisaient partie d'un système binaire, orbitant l'une autour de l'autre à une distance assez proche. Si un nuage de poussière interstellaire était à nouveau en cause, les 2 étoiles auraient semblé disparaître simultanément, ou presque. Au lieu de cela, les 2 étoiles se sont éteintes individuellement sur une période de quelques minutes, séparées par un intervalle d'environ 8 heures.
Ce système binaire se trouvait également à environ 15 années-lumière plus près de la Terre que l'étoile qui avait déjà disparu en 1993. Après un examen minutieux de millions d'images Hubble, 2 autres étoiles ont été identifiées comme s'étant éteintes en 1995 et 2002. Elles se trouvaient toutes dans le même voisinage stellaire, à quelques années-lumière seulement l'une de l'autre. La seule conclusion que nous pouvions tirer était qu'une influence inconnue, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, enveloppait ou détruisait ces étoiles. Malheureusement, Hubble n'était pas assez sensible pour nous en dire encore plus. Le télescope spatial James Webb a été mis en service il y a quelques mois. Même si les canaux officiels vous diront qu'il est encore en phase de test, nous collectons activement des données depuis le début du mois de février. L'une des premières choses que nous avons faites a été d'orienter le télescope vers les régions de l'espace occupées par les étoiles disparues. Si elles étaient bloquées par des nuages de poussière, un espoir que certains d'entre nous conservaient, la sensibilité accrue du télescope aurait pu permettre de les traverser et de confirmer que les étoiles étaient toujours là. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette chance. Les 3 premières étoiles qui avaient disparu étaient toujours complètement sombres. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont cependant rapidement trouvé quelque chose d'étrange. Dans tous les cas, non seulement les masses stellaires étaient toujours présentes, mais la quantité de masse avait même augmenté. Des observations plus sensibles ont également permis de détecter une sorte de corde ou de toile, s'étirant dans l'espace et reliant ces étoiles désormais invisibles. Lorsque nous avons orienté le télescope vers le système binaire disparu en 2007, qui était le point le plus proche où ce phénomène avait été observé jusqu'à présent, il restait enfin suffisamment de rayonnement ambiant du spectre électromagnétique pour tenter une lecture au spectromètre de masse. Si vous ne le savez pas déjà, la spectrométrie de masse est un procédé incroyablement utile. En mesurant les modèles de longueur d'onde lumineuse émises ou réfléchis par un objet, nous pouvons obtenir des tonnes d'informations utiles, telles que sa température, sa vitesse et la direction de son mouvement, ainsi que sa composition chimique. Or, les données obtenues sur les étoiles binaires n'avaient aucun sens. Tout d'abord, elles étaient froides, presque aussi froides que le milieu interstellaire environnant. Quoi qu'il soit arrivé à ces étoiles, elles se sont complètement éteintes ou ont empêché leur lumière de s'échapper. Les lignes d'émission renvoyées par le spectromètre de masse sont cependant très surprenantes. Plusieurs éléments familiers, tels que l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le magnésium, ont été identifiés, mais ils étaient peu nombreux. La plupart des valeurs relevées ne correspondent à aucun élément chimique connu et semblent même défier ce que nous savons de la physique, de la lumière, de la matière et de la chimie. Cette structure massive, qui s'étend sur plusieurs étoiles, était principalement composée de matériaux pour lesquels nous n'avions même pas de nom, et qui n'étaient peut-être même pas de la matière au sens où nous l'entendons. Les spéculations vont bon train. Il est évident qu'il ne peut s'agir d'un phénomène naturel. Nous avions enfin la preuve d'une vie extraterrestre. Mais quelle était cette chose que nous avions découverte et dans quel but était-elle construite ? L'hypothèse la plus répandue est que nous sommes en présence d'une série de coquilles de Dyson, des collecteurs solaires massifs construits pour envelopper complètement les étoiles, afin de capter 100% de leur énergie. Un tel concept avait été envisagé au début du XXe siècle comme source potentielle d'énergie pour une civilisation interstellaire. Depuis lors, l'idée a fait son chemin dans la science-fiction populaire. La construction de ces structures massives a même été considérée comme l'un des premiers signes de vie intelligente extraterrestre que nous pourrions un jour détecter. Il semble que ce jour soit aujourd'hui. La théorie n'explique cependant pas tout. Tout d'abord, il y a l'impossible vitesse à laquelle les étoiles sont recouvertes. Construire une coquille de Dyson à partir de rien en quelques minutes dépassait même les spéculations les plus folles des scientifiques et des auteurs de science-fiction. Ensuite, il y avait les mystérieux filaments qui reliaient les coquilles sur des distances de plusieurs années-lumière.
personne n'avait la moindre idée de l'utilité de ces filaments, ni même de la manière dont ils pouvaient être construits. À la NASA, tout le monde était fasciné par ce mystère. Avec le recul, nous aurions peut-être mieux fait de ne jamais découvrir la vérité. Il y a moins d'un mois, le télescope James Webb a détecté une série de bouffées d'énergie inhabituelles émanant de l'espace interstellaire. Ces explosions se produisaient à la périphérie d'un système stellaire situé à environ 12 années-lumière du système binaire disparu en 2007. En braquant le télescope sur ce système, nous avons rapidement constaté qu'il ne s'agissait pas non plus d'un phénomène naturel. Les signatures énergétiques, qui clignotent encore par intermittence, correspondent à ce que l'on attendrait d'explosions thermonucléaires et d'explosions à base d'antimatière, ainsi que de plusieurs autres types d'énergie que nous n'avons pas pu identifier. Ces explosions, bien qu'elles ne soient pas encore visibles à l'œil nu sur Terre à cette distance, étaient d'une magnitude absolument extraordinaire, facilement des milliards de fois plus puissantes que n'importe quelle bombe atomique que l'humanité pouvait concevoir. Après avoir expérimenté les réglages du télescope, nous avons pu obtenir une image plus claire de ce qui se passait. L'extrémité de l'un des filaments interstellaires qui relie le système de Dyson traversait le nuage d'Oort du système stellaire lointain et s'approchait de son soleil. Et ceux qui vivaient là se défendaient. Leurs armes ont réussi à ralentir l'avancée de l'objet, en brisant, en cassant et en vaporisant des morceaux de la taille d'une planète. Mais l'objet semblait se reconstruire presque aussi vite qu'il était détruit. Après moins d'une semaine, les explosions se sont arrêtées. Il semblerait qu'ils soient à court de munitions. Dans le vide interstellaire, nous savions que ces objets se déplaçaient à une vitesse proche de celle de la lumière. Mais lorsque nous l'avons observé s'approcher du système stellaire interne, sa vitesse a ralenti alors qu'il grossissait, se préparant à dévorer l'étoile du système. Nous avons rapidement orienté les miroirs du télescope vers le soleil condamné. Nous étions sur le point de voir cette chose, quelle qu'elle soit, détruire une autre étoile, mais en temps réel. Nous avons tous retenu notre souffle en regardant l'image projetée de l'étoile de la séquence principale, légèrement plus grande que notre propre soleil. Au début, rien ne semblait se passer, mais bientôt une petite ombre est apparue sur le bord de l'orbe lumineux, bientôt suivie d'une autre ombre, puis d'une troisième. Les ombres commencèrent à converger, formant un motif étrange et pourtant familier, alors qu'elles bloquaient la lumière de l'étoile. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonne l'un de mes collègues. « On dirait presque... » Mon collègue marque une pause, comme s'il craignait de prononcer le mot suivant de peur d'être ridiculisé. Je n'ai pas eu cette hésitation. « Des feuilles !» dis-je d'une voix monocorde. La situation était bien trop incroyable pour exprimer une quelconque réaction émotionnelle, même celle d'un choc pur et simple. « Elles ressemblent à des feuilles !» ai-je dit. Nous avons observé pendant quelques minutes un réseau de contours ombragés, correspondant aux formes familières de feuilles oblongues et de fines lianes qui ont commencé à effacer la lumière restante de l'étoile lointaine. À ce moment-là, tout le monde dans la salle avait compris la vérité. Le phénomène que nous suivions depuis tant d'années n'était pas une mégastructure extraterrestre hyper avancée. L'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le magnésium, bref, quelques-uns des rares éléments familiers que nous avions détectés, ce sont tous des composants de la chlorophylle. C'était une plante. Une énorme plante qui s'étendait sur des années-lumière. Et tout comme les plantes terrestres, elle recherchait la lumière pour se nourrir. Les filaments reliant les étoiles à travers l'espace interstellaire étaient des tiges, des branches. Elles se développaient en direction des étoiles les plus proches qu'elle détectait, les enveloppaient complètement et poursuivaient son chemin. Toute vie habitant les planètes en orbite autour de ces étoiles mourait de froid, ou pire encore. Il était possible que la plante dévore ces planètes pour augmenter sa masse. Tout le monde est resté silencieux pendant que le télescope continuait à recueillir des données. Finalement,
Après ce qui a semblé être une éternité, un jeune astronome a pris la parole depuis le fond de la salle, s'adressant à notre superviseur. « Monsieur, nous avons commencé à détecter la formation d'une autre vrille qui quitte le système. Son vecteur est... » dit-il. Il n'avait pas besoin d'en dire plus, mais il l'a fait quand même. « Elle se dirige directement vers notre soleil. » Le superviseur a répondu d'un air sombre. « Combien de temps avons-nous » Le jeune astronome lui a répondu. « D'après le décalage temporel, la distance, les propriétés relativistes et les vitesses précédemment observées de cette chose, j'estime qu'il ne nous reste pas plus de 27 ans, monsieur. » 27 ans. Nous venions de voir cette mauvaise herbe galactique écraser une civilisation qui avait au minimum des milliers d'années d'avance sur nous sur le plan technologique. Et il nous restait moins de 3 décennies. On me trouvera probablement, et on me réduira au silence pour vous avoir dit tout ceci. Mais je m'en moque. Il faut que je vous le dise. Je ne peux pas garder ce secret plus longtemps. Lorsque le soleil deviendra noir et que le monde commencera à geler, vous aurez au moins une idée de ce qui se passe, aussi réconfortante soit-elle. Un objet étrange est tombé de l'espace. Il était là, un fragment de l'univers, fonçant à travers le cosmos. Et j'étais là, à contempler le ciel depuis le confort du toit d'une ferme, construite par mon père au milieu de nulle part. Pendant toutes les années où nous avons vécu à la campagne, rien de remarquable n'est jamais arrivé. Cette pluie de météorites était le point culminant de toute ma vie, et c'est pourquoi, avec de l'émerveillement dans les yeux, j'étais captivé par cette pierre qui tombait, plus brillante que les autres. J'avais tellement envie de tendre la main afin de la toucher. Presque comme une réponse à mon appel, le météore a fait demi-tour et est tombé du ciel comme un faucon plongeant vers sa proie. Je l'ai regardé, étonné, passer au-dessus de moi et s'écraser dans la zone boisée derrière la propriété de mon père. Étonnamment, il n'y a pas eu de bruit, pas d'explosion, uniquement le bruissement des feuilles d'arbres alors qu'il plongeait à travers la canopée de la forêt. Pour rendre les choses plus étranges, je jure avoir vu une lueur rouge émaner de l'endroit du crash, même si elle était assez faible. Une fois le choc initial passé, je suis descendu du toit et j'ai couru dans les bois aussi vite que mes frêles jambes le permettaient. J'avais une idée approximative de l'endroit où la chose avait atterri. Alors j'ai couru dans cette direction en espérant pouvoir rapporter un morceau de roche spatiale comme souvenir à montrer à mon père. Si j'avais de la chance, ce serait un trésor suffisamment excitant pour qu'il ne se mette pas en colère en apprenant que je suis parti seul dans les bois. Je ne pouvais qu'espérer. Finalement, je suis arrivé dans une petite clairière où le clair de lune caressait doucement la terre, me permettant d'avoir une image un peu plus nette de la faune et de la flore qui m'entouraient. J'ai remarqué de nombreux petits animaux qui couraient frénétiquement vers le nord sans raison apparente. J'ai supposé que l'atterrissage du météore avait effrayé les bêtes des environs, et j'ai donc décidé de partir dans la direction opposée. Après peut-être 10 minutes supplémentaires de randonnée improvisée en pleine nature, je suis tombé sur la source de la mystérieuse lueur que j'avais vue auparavant. Ce n'était pas un météore. Là, installé dans un petit cratère sur le sol, se trouvait une sorte de capsule métallique, avec une balise clignotante dépassant de sa surface comme une antenne. Le vaisseau lui-même était sphérique et faisait au moins 2 fois ma taille. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. J'étais complètement abasourdi. Avant que je puisse regarder de plus près, une trappe s'est ouverte sur le côté, me faisant sursauter vers le bois. Le cœur battant, je me suis réfugié derrière l'arbre le plus proche. J'ai prudemment placé ma tête sur le côté du tronc et j'ai espionné l'objet en retenant mon souffle. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Était-ce une sorte d'arme militaire top secrète ?
ou peut-être un gadget télécommandé construit par un ermite de génie vivant à proximité. Un petit bonhomme vert sortirait-il pour me saluer, demandant à parler à mon chef? Quelle que soit l'issue, mes yeux étaient rivés sur cette capsule métallique, pour le meilleur et pour le pire. Un suintement violet foncé s'est échappé de l'objet, formant une grande flaque à sa base. La substance visqueuse a ensuite escaladé la façade de la capsule, recouvrant l'extérieur de haut en bas. Alors que la flaque se déplaçait autour de la sphère, la lumière au-dessus a cessé de clignoter. D'un seul coup, le liquide violet a été repoussé du vaisseau et est retourné sur le sol juste en dessous. Là, il a commencé à prendre une forme plus humanoïde. La chose a changé, ainsi que sa couleur. Elle est devenue blanche et floue, un peu comme les parasites à la télévision. Des dialogues de radio et de télévision ont bientôt envahi la forêt. Cette chose collectait des signaux dans l'air, régurgitant des lignes de programmes populaires depuis longtemps diffusées. Du moins, c'est ce qu'il semblait faire. La bouche béante d'étonnement, je me suis penché en avant sans m'en rendre compte. Les signaux ont cessé brusquement et je suis tombé la tête la première sur un tas de branches mortes, créant un craquement sonore. De mon nouveau point d'observation, j'ai vu la silhouette blanche se tourner dans ma direction. Je l'ai alors entendu parler. « Qui est là ?» Sa voix tremblait et n'était pas naturelle. C'était un grognement bas et monotone couplé à une réverbération dure. Craignant pour ma vie, je me suis relevé et j'ai couru vers la ferme, plus vite que je ne l'avais jamais fait auparavant. Je suis retourné sur mon perchoir sur le toit et j'ai soigneusement inspecté la propriété. Une fois que j'ai été sûr que je n'avais pas été suivi, j'ai sauté par la fenêtre de ma chambre et me suis mis au lit, en espérant que j'avais rêvé toute cette histoire, que c'était une aventure concoctée par mon imagination débordante. J'aurais aimé que ce soit aussi simple, mais les vœux pieux jouent rarement en notre faveur. Le jour suivant, je suis descendu avec l'odeur familière des œufs et du bacon. Mon père préparait toujours un copieux petit déjeuner le dimanche. Mais ce que j'ai vu en entrant dans la salle à manger était tout sauf familier. Là, assis à la table en face de mon père, se trouvait un homme dans un costume bien coupé, portant un chapeau melon et une cravate rayée. Nous recevions rarement des visiteurs, j'étais donc plus que perplexe. « Fiston, voici Monsieur Grovewood. Sa voiture est tombée en panne à quelques kilomètres d'ici, alors il va rester avec nous quelques nuits, le temps de régler ses affaires. » L'homme m'a demandé. Je suis resté silencieux, perturbé par la présence de l'homme et encore secoué par la nuit précédente. Il nous paie une somme généreuse pour rester ici, alors tu ferais mieux de le traiter avec respect. Mon père m'a regardé d'une manière qui traduisait bien son intention. J'ai donc obtempéré. L'homme a souri et je suis sorti en courant pour m'occuper de la ferme. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais soudainement perdu mon appétit. Quelque chose ne collait pas. Comment cet étranger avait-il trouvé la ferme après que sa voiture soit tombée en panne? Nous étions littéralement entourés par la forêt. De la chance peut-être, mais j'en doute. Je commençais à penser que son apparition le lendemain de l'atterrissage de cette chose dans les bois n'était pas une simple coïncidence. Mais ce n'était pas une théorie que j'avais le courage d'explorer. Après tout, je m'étais déjà convaincu que les événements de la nuit précédente n'étaient rien de plus qu'un mauvais rêve. L'homme serait parti dans quelques jours de toute façon, alors j'ai essayé de ne pas m'attarder dessus. Les 2 nuits suivantes ont été bizarres. Monsieur Grovewood a tenté de regarder une sitcom avec nous pendant le dîner, mais ses réactions n'étaient pas normales. Il semblait confus par le programme et ne riait que lorsqu'il nous voyait rire. Et ce n'était pas n'importe quel rire, sachez-le. C'était un rire bruyant, aux proportions intensément inconfortables. J'étais presque soulagé lorsqu'il a été appelé par un collègue de travail, bien que je n'ai pas entendu un seul mot échangé. Le soir suivant, je suis descendu à la cuisine pour prendre un verre de lait et j'ai trouvé Monsieur Grovewood en train de dévorer un steak cru sorti du congélateur. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et tout ce qu'il a répondu était «
C'est juste un petit encas de minuit, crois-moi. Un peu de couleur fait du bien au corps. Inutile de dire que je suis retourné en vitesse dans ma chambre sans mon lait. La nuit dernière, cependant, c'est là que j'ai vraiment eu peur. En passant devant la chambre d'amis pour aller à la salle de bain, j'ai entendu M. Grovewood au téléphone. Cette fois-ci, il a très clairement parlé. M. Grovewood a dit « Avez-vous reçu les informations que je vous ai transmises ?» Quelqu'un a parlé au téléphone. M. Grovewood a répondu « Oui, c'est le langage que nous devons utiliser à partir de maintenant. Nous devons éviter les soupçons et nous fondre dans la masse. » Il a continué. « C'est un endroit charmant, riche en minéraux, en eau et en forme de vie. Vous et les autres allez vous plaire ici. » Puis il a poursuivi. « Tant que vous êtes prêts, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce sera notre nouvelle maison. » Puis il a fini la discussion par « Pas besoin. Pourquoi gaspiller du matériel dans le transport quand je peux vous téléporter instantanément ? J'ai 2 vaisseaux ici, prêts à être utilisés. » Le jeu du pendu. Première partie. J'aurais tant voulu commencer cette histoire par Il était une fois, mais le récit qui va suivre n'a rien d'un conte de fées. Mon enfance et une partie de mon adolescence furent pourtant idylliques. J'étais riche à tous les niveaux. Appartenant à l'opulente famille Tyler, je parcourais le monde avec mes parents. Ils étaient des artistes talentueux et reconnus par leur père. Leurs œuvres d'art étaient exposées dans les plus grands musées du monde. Le Metropolitan Museum of Art, le Musée national de Chine, le British Museum, le Musée du Louvre, les États-Unis, le continent asiatique, les contrées anglo-saxonnes, l'Europe entière. À 15 ans, j'étais forte de la culture de chaque contrée. La gastronomie, le dialecte, la musique du monde n'avaient aucun secret pour moi. J'étais aussi très calée en mouvements picturaux et avais une certaine aisance dans toutes les matières artistiques. J'étais jeune et naïve et pensais être à l'abri des coups du sort. Du jour au lendemain, mes privilèges s'effondrèrent. Un matin, mes parents disparurent. Je fouillai l'entièreté du manoir victorien pour les trouver. Seuls les claquements lugubres des volets extérieurs en bois me répondirent. Les craquements du plancher accompagnèrent ma progression. Je sortis dans l'immense jardin. Un brouillard dense empêchait toute visibilité. Il avalait l'ombre du portail. Il estompait la silhouette des chênes. Il gommait la pureté des rosiers blancs. J'étais perdue au milieu d'une épaisse brume, avec une croissante certitude. J'étais seule. J'appelai mes parents. Un silence de mort me répondit. Je courus sur la pelouse du jardin. La rosée matinale avait rendu l'herbe glissante et ma progression difficile. Je trébuchais trop souvent. Je finis par me réfugier aux portes de ma demeure. C'est sur le palier que le majordome me trouva. Une enquête fut ouverte. Le seul indice était dans l'atelier d'artiste de mes parents. Une toile avec une énigme, des lettres, des tirets, un hashtag, des espaces et un autre hashtag, et une peinture abstraite. Qui était l'auteur de ce message? Que signifiait l'énigme? Les recherches piétinèrent. La décision fut prise de me placer. Un seul membre de ma famille accepta d'avoir une adolescente à sa charge, un oncle, un vieux garçon. Il était également irlandais. Il habitait dans la bourgade de Dunglow, à 440 km de la ville de Cork où je logeais. C'était un homme taciturne et sans histoire. Concierge dans un collège défavorisé, il ne comptait pas ses heures de travail. Cela me convenait, j'aimais ma tranquillité. Heureuse de le savoir peu présent à son domicile, j'acceptais. J'eus tort. Arrivée dans sa bicoque, je fus surprise de constater qu'il ne vivait pas seul. Suite à un drame survenu dans le collège dans lequel il exerçait ses fonctions de concierge, il avait recueilli quelqu'un chez lui. Le malheureux était orphelin. Il avait assisté à des événements traumatisants. Il avait été persécuté. Sa vie avait été faite de coups et insultes. Certes, il avait des passions bizarres comme la taxidermie, mais il n'en était pas moins digne de respect et intérêt. Tous les enfants devaient être aimés.
Ce furent les explications débitées par mon oncle quand il me présenta Todd. Je n'oublierai jamais l'aura malsaine qui l'entourait. Il ne parlait pas, il grognait des sons gutturaux. Il portait un masque de loup. Pas ces choses incongrues en plastique vendues dans les mauvaises boutiques de farce et attrape, non. Todd avait sur la tête la vraie gueule d'un loup. Les touffes de poils étaient couvertes d'une mixture poisseuse et malodorante. Le derme lupin était plus verdâtre que blanchâtre. Le museau se décomposait par endroits. La masse corpulente de Todd avança. Il tendit mollement une main à l'hygiène encore plus douteuse que le reste. Face à cette horrible apparence, je reculai en grimaçant. Le monstre devant moi gloussa. Pour arriver dans la sordide ville de Dunglow, mon oncle avait dû conduire de nuit. Le jour s'étant levé, le collège allait ouvrir ses portes. Mon oncle enfila un manteau limé, puis partit au travail. Todd me fixa pendant 2 interminables minutes. Il balança son corps d'un pied sur l'autre. Sa face de loup restait immobile. Les yeux de la bête avaient été retirés. Pourtant, le regard qui me fixait n'avait rien d'humain. Je prétextai une urgence féminine pour m'extirper de cette rencontre effrayante. Dans la salle de bain, en me lavant les mains, j'eus encore cette impression d'être observée. Je guignai les peintures vieillies qui décoraient la pièce. C'étaient des portraits expressionnistes. Les visages fondaient en coulées ocres et grises. Les regards étaient courroucés. Mal à l'aise, je sortis de la salle d'eau et me réfugiai dans la chambre qu'on m'avait attribuée. À midi, on toqua à ma porte. C'était Todd qui portait un plateau. Il resta longtemps immobile. Il me fixait sans ciller. J'étais terrifiée par son attitude étrange. Finalement, il posa mon repas sur le palier puis quitta la pièce. Un vieux bol ébréché, une soupe écœurante, une miche de pain aussi dure qu'un caillou, un verre de lait qui a tourné. Dégoûtée, je décidai de jeûner. Au milieu de l'après-midi, je sortis pour respirer autre chose que l'air vicié de la maison. Le jardin était aussi mal entretenu que le reste. Au milieu de la laideur pourrissante des fleurs, j'entendis de doux miaulements. Ces sons apaisants provenaient d'un cabanon vétuste. Désireuse de cajoler de petites bêtes innocentes, j'approchai de la cabane. Les cloisons étaient des planches en bois mal assemblées. Je regardais au niveau des interstices. À l'intérieur de l'abri, dans un panier posé sur le sol, une portée de chatons ronronnait. Les jolis êtres se frottaient les uns contre les autres. Ils, semblables à une épée de Damoclès, un couteau s'abattit. Les chats poussèrent des miaulements affolés. Le couteau perça les têtes et les yeux des chatons apeuraient. Le sang gicla. Des coulées inondèrent le sol. Des gouttelettes d'hémoglobine aspergèrent les murs et le responsable de ce carnage. La silhouette massive, la tête d'animal qui dodelinait. Todd. Je me mordis les lèvres pour ne pas crier. Le goût métallique inonda ma bouche me donnant davantage la nausée. Malade, les larmes au bord des yeux, je courus me réfugier dans la maison. Je ne connaissais ni la ville, ni le comté dans lequel j'étais. Je ne savais pas où aller. J'attendis donc dans la salle de bain, adossée à la porte, fermée à clé. Au début de la soirée, mon oncle rentra du travail. Il se vautra dans le fauteuil du salon. Je le rejoignis. Todd était, Satan seul sait où. J'employais toute ma diplomatie pour évoquer son passe-temps effrayant. Mon oncle haussa les épaules en défendant Todd. C'était un artiste, un original, un incompris. Il aimait l'art, c'est tout. Tout en le glorifiant, il caressa une peluche sur la table du salon. Il la saisit et l'admira sous toutes les coutures. Je déglutis. Il ne manipulait pas un jouet, mais un animal empaillé, un écureuil mort. J'étais à 2 doigts de fondre en larmes. Je fis tout mon possible pour maîtriser mes nerfs. Je fis aussi le maximum pour convaincre mon oncle de m'envoyer dans un pensionnat pour jeunes filles. Je fis également de mon mieux pour faire montre d'une excessive maladresse. Le service de porcelaine de mon oncle y passa. Au final, le pensionnat pour jeunes filles fut idéal.
Me trouver une place fut aisé. Le lendemain, au matin, nous étions arrivés à l'orphelinat catholique du Bon Secours de la ville de Tuam. Si vous pensiez que Todd était l'être le plus monstrueux au monde, laissez-moi vous dire qu'il n'était rien comparé à Madison. Madison était une fille étrange à la démarche fantomatique. Son corps, partiellement caché sous des vêtements gris, délavés, élimés, était décharné. Ses cheveux blonds cendrés n'étaient jamais peignés. La masse était épaisse, sale et emmêlée. Son visage était émacié. La carnation était étrange. C'était comme un mélange de teintes cendreuses et verdâtres. Sa face était croûteuse par endroits. La lèpre, la vérole, beaucoup de jeunes filles du pensionnat se plaisaient à lui inventer toutes sortes de maladies contagieuses. Madison avait un regard à vous glacer le sang. Les yeux étaient globuleux, les sclères étaient jaunâtres, les iris étaient terre d'ocre, une teinte peu commune, piquetée de gouttelettes de sang. Elle ne parlait pas, jamais, faisant courir moult autres rumeurs sur son compte. À l'orphelinat catholique du Bon Secours, il était facile d'avoir accès aux dossiers confidentiels des autres orphelines, pour peu qu'on ait la cuisse légère. Tous les hommes qui travaillaient au pensionnat étaient soudoyables en échange de faveurs sexuelles. Madison était la seule à n'avoir aucun dossier. Son origine était entourée d'un épais mystère. On dit qu'elle était le rejeton d'une sorcière et pratiquait des sacrifices les soirs de pleine lune. Elle errait souvent avec un antique cahier noir. La relique avait des pages jaunies et une couverture en vieux cuir craquelée par endroits. Cette antiquité était la chose la plus effrayante. Tous détournaient le regard de cet objet de malheur. Il était considéré soit comme les Necromonicons, soit comme un Death Note. Bien que Madison provoquait un profond effroi, sa timidité évidente faisait d'elle la victime idéale du pensionnat. Lorsque j'intégrai le pensionnat pour jeunes filles, je perçus toutes sortes de rumeurs. J'ouïs dire qu'il existait des cellules d'isolement où certaines récalcitrantes étaient envoyées, sans lumière, sans nourriture et sans compagnie pendant plusieurs jours. J'entendis dire que l'infirmier rasait les têtes des orphelines qui avaient des idées trop révolutionnaires ou trop délirantes. Le pire était la salle 314, où étaient menées nombreuses expérimentations malsaines sur des adolescentes qui ne souffraient de rien d'autre qu'un banal rhume. Au milieu de tous ces on-dit, des anecdotes sur le harcèlement que subissait Madison circulaient. Bien que j'appréhendais sans difficulté à quel point l'esprit humain pouvait être tordu, je n'en crus pas un seul mot. Jusqu'au jour où j'assistais en personne à une scène d'intense violence. La cafétéria était maussade, les murs étaient peints en gris, les tables et les chaises étaient en formica, la nourriture servie était insipide, l'ambiance était morose. À l'heure du midi, il n'était pas rare que les adolescentes cherchent une occupation pour s'extirper du quotidien du réfectoire. Lorsque Madison pénétra dans la salle de restauration, je sus que quelque chose de dramatique allait arriver. Elle semblait encore plus lasse et fatiguée qu'à l'accoutumée. Elle traînait le pas. Les lacets de ses bottines usées étaient défaits. Le pied peu assuré, l'autre pied instable, les chevilles qui se déboîtèrent, le corps déséquilibré qui partit vers l'avant, le plateau qui tomba au sol. Le verre et l'assiette qui se brisèrent. Madison atterrit tête la première au milieu des débris. Des éclats de rire fusèrent. En l'espace de quelques secondes, Madison était devenue la risée de la cafétéria. Sous la huée, les rires hystériques et les sifflements, elle se releva. Piteuse, elle frotta les restes de nourriture piégés dans ses cheveux. Lisbeth, une peste qui faisait la pluie et le beau temps, une teigne qui pourrissait la réputation de sa victime en un claquement de doigts, lança une pomme en direction de Madison. Celle-ci esquiva le fruit en exécutant un ersatz de pas de danse. Des filles se moquèrent, d'autres pommes, des œufs
et des tomates furent envoyées vers Madison, qui continuait à éviter les projectiles dans une chorégraphie bizarre. Des filles tapèrent dans leurs mains, d'autres cognèrent sur les tables en rythme. Toujours des aliments lancés vers Madison, encore cette danse improbable, des rires excités, de la nourriture balancée, une chorégraphie désespérée, une... Suffit! Cette voix haut perchée anesthésia l'ambiance. La scène d'humiliation prit fin. Les filles se rangèrent en ligne droite et baissèrent honteusement la tête. La directrice du pensionnat, Katie Outless, fit son entrée. L'inhumanité suintait par tous les pores de sa peau. Miss Outless n'était que sévérité, sadisme et méchanceté. Elle avait recours aux techniques les plus barbares pour imposer le calme. Ravie de voir la terreur chez les adolescentes, elle demanda d'un ton autoritaire. Quelle est la responsable de ce raffut? Personne n'osa répondre. Bien, vous l'aurez voulu. Katie sortit une règle en fer de sa poche. Elle avança vers la première fille de la file indienne et demanda avec un air mauvais. Qui? Tétanisée, l'adolescente questionnée continua à fixer le sol sans répondre. Miss Outless ordonna. Montre-moi tes mains. L'adolescente tremblante obéit. La règle en fer vola très haut pour ensuite redescendre et viser les mains de l'enfant qui hurla. Durant une interminable minute, un concert de coups de règle et de cris d'agonie retentit. La directrice sadique arriva enfin autour de Lisbeth. Elle avait toujours trouvé l'adolescente impertinente et n'avait jamais eu l'occasion de la punir comme il se doit. Aujourd'hui, elle allait lui faire ravaler publiquement son air de bravade. Elle allait la corriger devant tout le monde. Elle demanda « Qui ?» Alors qu'elle levait la règle en fer le plus haut possible, une voix rauque l'interrompit. « Personne. » Miss Outless fronça les sourcils et suspendit son geste. Elle interrogea. Quoi? Une adolescente avança avec une extrême lenteur vers la directrice. Elle affichait un air déterminé. Sa démarche était hypnotique. Elle avait un air de défi immuable. C'était Madison. Elle arriva à hauteur de la directrice et répéta d'une voix éraillée. « Personne. » Miss Outless trembla. La règle en fer tomba sur le sol. C'était la première fois que Madison parlait. Sa voix était effroyable. La directrice avait perdu sa superbe. Elle recula lorsque Madison fit un pas en avant. Paniquée, la directrice finit par rebrousser chemin et quitter la cafétéria. Madison, la personne la plus moquée du pensionnat, avait terrassé la redoutable Miss Outless. Il y eut un temps de flottement. Enfin, Lisbeth se rapprocha de Madison. « Cette vieille fois cherche la moindre occasion pour me tomber dessus. Tu aurais pu me balancer pour te venger, mais tu n'as rien fait. J'apprécie. » Dans tout l'orphelinat, Lisbeth n'estimait que 3 filles. Elle dédaignait et harcelait toutes les autres qui n'étaient pas dans son cercle d'amis. Aussi, quand Lisbeth tendit sa main vers Madison, le temps se figea. Lisbeth offrit à Madison un sourire sincère. Mielleuse, elle demanda « Alors, Maddy, amie ?» Des ados frissonnèrent, d'autres arrêtèrent carrément de respirer. Madison pencha la tête sur le côté pour juger la proposition. Autour d'elle, le silence régnait en maître. Lentement, elle saisit la main tendue et répondit « Amie ». Le pacte avec le diable était passé. L'amitié naissante entre Lisbeth et Madison fut l'événement le plus étrange qu'il m'eût été donné de voir. La nouvelle relation était indestructible. Le duo était inséparable. Les deux êtres étaient devenus des chimères. Par un coup du sort, les jeunes filles se vouaient une admiration mutuelle sans borne. Un observateur naïf verrait là un bien heureux retournement de situation. Mais ce revirement était tout bonnement flippant. Lisbeth se fondit en Madison. Elle ne s'exprimait que quand Maddy le lui permettait, en la paraphrasant la plupart du temps. Elle copiait toute sa gestuelle.
Elle était trop serviable, à la limite de l'asservissement. Elle se coiffa et se vêtit comme Maddie, qu'elle avait pourtant toujours considérée comme une pauvrette. Son apparence devint miteuse. Quant à son teint, il devint maladif. Des cernes prononcées envahirent son visage. Elle devint un squelette à la démarche aussi fantomatique que son acolyte. Le clou de l'horreur fut enfoncé quand elle prit systématiquement la défense de Maddie. Elle perdit ses anciennes amies, allant jusqu'à se les mettre à dos. Pire que l'ombre d'elle-même, Lisbeth devint l'ombre de Madison. J'assistais à sa déchéance en spectatrice tout à fait passive. Bien que d'un naturel curieux, j'avais tendance à être discrète. Cela a joué en ma faveur. Je les épiais en douce. Impuissante, je voyais l'ongeance de Madison et de facto, la maltraitance que Lisbeth subissait. Une après-midi, j'eus un mauvais pressentiment et m'assis derrière elle en cours. Alors que je lisais la nouvelle « Alice dans la clinique aux merveilles », je vis Madison se pencher vers Lisbeth. Elle proposa « Veux-tu jouer à un jeu ?» L'espace d'une seconde, je fus pétrifiée. Lisbeth répondit « Oh oui !» Madison ouvrit son vieux carnet noir. Une odeur épouvantable se répandit. Un relent de mort. Elle chercha une page où le papier ne s'effritait pas. Puis, elle esquissa avec grande aisance une potence et 7 traits. Une angoisse mettra en son sein. C'était le jeu du pendu. Mes parents y avaient-ils joué? Lisbeth avala péniblement sa salive. Madison exigea une lettre. Lisbeth respirait de plus en plus difficilement, pourtant elle joua le jeu. Elle? Madison griffonna, avec une voix de plus en plus faiblarde. Lisbeth tenta plusieurs autres lettres. E, I, ensuite N, après O, pour finir par N. C'était sa dernière chance, et elle avait perdu. Madison donna le dernier coup de crayon pour prononcer sa sentence. Sur une feuille de son étrange cahier noir, Madison avait reproduit une pendue. Un portrait saisissant de réalisme. La glaçante artiste se pencha d'orchet vers sa camarade et révéla d'une voix grinçante. « Tu as perdu. Le mot était cadavre. » Lisbeth sursauta. Elle se leva d'un coup sec. La chaise valsa sur le sol. Le boucan insupportable alerta Miss Outless qui donnait cours. Elle allait sermonner l'imprudente, mais quand elle croisa le regard de Madison, elle bégaya piteusement et revint à la leçon. La fin de journée revêtit un air de normalité. Lisbeth suivait aveuglément Madison. Quant à moi, j'étais perdue en plein cauchemar. À la tombée du jour, un bruit de couloir se répandit. Comme une brume angoissante, le prénom de Lisbeth fut tellement prononcé qu'il devint comme une entité évanescente. Ses anciennes amies dissertèrent sur l'éventualité de la chercher. Je compris qu'elle avait vraiment disparu. Tout comme j'assimilais le fait que personne ne voulait vraiment partir en expédition pour la trouver. Les gardiens étaient en faction derrière les portes de chaque chambre. Sortir en douce était impossible et relevait de la pure folie. Les cellules d'isolement étaient un calvaire sans fin. Les ténèbres de la nuit furent propices au pire scénario catastrophe. Pourtant, personne ne chercha Lisbeth. À l'aube, un cri glaçant tira toutes les pensionnaires du lit. Certaines s'habillèrent à la hâte. D'autres sortirent en chemise de nuit. À l'extérieur, un vaste brouillard conférait une atmosphère lugubre. Au fond de la cour, une foule grossissait. Les curieuses jouèrent des coudes pour apercevoir la source de tant d'agitation. J'en fis partie, sans savoir que la vision cauchemardesque me hanterait toute ma vie. Au pied d'un chêne, il y avait une scène traumatisante. Des matières organiques écœurantes tachaient les vêtements d'un corps famélique qui se balançait. La corde autour du cou était d'une couleur indéfinissable. La tête penchait davantage sur la droite. Le visage était bouffi et bleui. La langue violette dépassait des lèvres entr'ouvertes. Les yeux globuleux sortaient de leurs orbites. Les mains couvertes de stigmates
pourrissait déjà. Certains ongles étaient partiellement décollés. Le cadavre était dans un état épouvantable. Néanmoins, la morte était reconnaissable. C'était, je tremble encore en y pensant, Lisbeth pendue à un chêne. Comme la défunte était, comme nous toutes, orpheline, et que de surcroît le reste de sa famille se fichait de son existence, le pensionnat ne jugea pas utile de prévenir les autorités. Camoufler un décès semblait aisé et coutumier. Dans cette histoire, nul ne s'enquit de la disparition de Madison demeurée introuvable. Elle se morfa en croque-mitaine afin d'effrayer les nouvelles venues. Elle devint une légende urbaine dont on se mit à douter de l'existence. Plusieurs mois après, Madison me hantait toujours. Des cauchemars me tourmentaient davantage, des glyphes étranges me travaillaient, des songes affreux où je voyais mes parents terrifiés par Madison. Soucieuse de ma santé mentale, j'entrepris d'aller voir sa chambre restée en l'état. Nul ne voulut s'y aventurer. Et pour cause, le malaise grandissait à mesure que l'ombre de sa porte s'esquissait. Dans sa chambre, je trouvai une malle poussiéreuse. L'ouvrir ne fut pas facile, mais au terme de grands efforts, j'y parvins. Je tombai sur une dizaine de carnets noirs antédiluviens. Des pages et des pages vieillies couvertes de symboles. Des croquis et des croquis troublants de réalisme. Des milliers et des milliers de cadavres dessinés. Je cherchais sans relâche le portrait de mes parents. En vain. À mesure que je pris connaissance de ces jeux du pendu démoniaque, mon corps se couvrit de frissons indescriptibles. Je fus persuadée d'une présence familière. Encore aujourd'hui, je suis convaincue d'avoir entendu une voix basse qui demandait « Veux-tu jouer à un jeu ?» Épouvantée, j'enterrai tous les obscurs carnets. Nul ne revit Madison. Le mystère de son existence s'opacifia au fil des années. Elle laissa derrière elle un macabre héritage. Un divertissement anodin qui flirte avec la mort. Un jeu durant lequel nous n'aimons pas perdre la face. Alors, veux-tu jouer à un jeu ?